Monsieur le vice-président, je salue l'absence du leader de l'opposition pour ne pas changer, puisque le leader de l'opposition m'a demandé des éclaircissements concernant le LNG. Je répondrai à ce siège vide, mais je suis sûr qu'il entendra. Le leader de l'opposition, dans ses commentaires sur le budget, monsieur le vice-président, avait estimé que l'allocation de 65 millions de roupies pour une étude détaillée sur le LNG, qui est quand même la base même de notre stratégie énergétique, risque d'accroître la dépendance du pays aux importations énergétiques. D'abord, permettez-moi, monsieur le vice-président, de préciser que cette réflexion sur le LNG, on l'a fait dans le passé. Des études de faisabilité, de préfaisabilité ont été réalisées par des firmes, des consultants internationaux, de renom, Worley & Parsons, Poten & Partners, PwC India. Donc nous avons eu des études générales concernant les masses critiques, concernant si le pays peut accueillir. Ce que nous faisons actuellement, c'est bien de le préciser, c'est que le CEB envisage de mettre en œuvre progressivement 3 centrales à cycle combiné au gaz LNG d'une capacité de 150 à 180 MW chacune. Donc, pour arriver à 500 MW. Donc, nous discutons actuellement avec le Japon, le ministre des Affaires étrangères est là, nous discutons avec le Japon, nous discutons avec le Qatar, nous discutons avec l'Inde. Et donc, la question de masse critique n'est plus un obstacle. Donc, ceci dit, je remercie le Premier ministre d'avoir introduit dans le budget une étude pour financer, dans ce présent budget, un objectif clair, développer un projet à Fort William, en phase, qui a été identifié déjà, un plan directeur pour des futures infrastructures de production, afin de déterminer l'investissement, le coût d'exploitation, ainsi que de préparer l'ensemble des démarches réglementaires nécessaires à la réalisation de ce projet. Donc, ce que nous faisons, c'est pas la même chose que ce que le leader de l'opposition disait l'autre jour. Donc, nous faisons une étude à Fort William précisément pour voir si nous pouvons implanter une centrale de 150 MW à 500 MW. Monsieur le vice-président, je devais au départ me concentrer que sur mon ministère. Les circonstances du budget, les circonstances du débat, et m'a forcé à amender le temps que j'ai, 30 minutes, pour dire quelques mots sur le contexte dans lequel ce budget est préparé. Il faut bien que la population qui nous écoute comprenne quelque chose de très important. Le contexte dans lequel nous faisons ce budget, d'abord, le report de la compensation de 10 milliards de roupies des sacoches, qu'on aurait dû avoir, que malheureusement, cela n'est pas arrivé. 10 milliards de roupies attendus dans le cadre de la ratification de l'accord sur l'île Sagos, intervient à un moment particulièrement délicat pour les finances publiques. C'est un fait. C'est un fait, monsieur le vice-président, que nous sommes sur le radar de Moody's. Je suis sûr que ma collègue, un peu plus tard dans la soirée, expliquera à la population que nous sommes surveillés, que nous sommes sur le radar. L'agence Moody's souligne que Maurice poursuit un redressement graduel de ses finances publiques, malgré un environnement difficile, marqué par des incertitudes, notamment, surtout l'accord sur les Sagos, ainsi que les tensions inflationnistes provoquées par les conflits internationaux. Donc, pour vous dire, Moody's, Sagos, la guerre au Moyen-Orient, c'est un fait. Donc, la population qui suit sur les réseaux sociaux, la presse, réalise que nous faisons face à des déficits budgétaires, à des défis budgétaires, surtout dans les situations de ce qui s'est passé au Moyen-Orient, où Maurice, il faut bien le dire,
en étant un importateur d'énergie comme Maurice, nous subissons tout de suite les conséquences de ce qui se passe ailleurs. Et c'est un gouvernement responsable. Il aurait été plus facile pour le Premier ministre, il aurait été si simple pour le Premier ministre et ministre des Finances de jouer le même rôle que l'ancien Premier ministre Pravin Jagnnath a joué pendant 10 ans avec le MSM. Non! Ce que le Premier ministre fait actuellement, c'est quelque chose de responsable. C'est pour cette raison que personnellement, je suis sévère avec ceux qui m'entourent, mais aussi sévère avec mes collègues de la Chambre. Faisons pas comme l'opposition d'aujourd'hui, qui essaye de manger la banane dans 2 bouts, mais de bout en bout. Donc, ceci dit, je reviendrai sur le CEB un peu plus tard pour dire qu'une cargaison de l'huile lourde nous coûte 500 millions de roupies supplémentaires. Donc, une cargaison nous coûte 1,2 milliard par cargaison, qui aurait dû être 700 millions de roupies. Vous réalisez? Nous avons 12 cargaisons par an. Faites le calcul. 12 cargaisons, 4,8 milliards, si mon mathématique est encore bon. 4,8 milliards. Vous réalisez quelle est la pression sur les finances du pays? Quelle est la pression sur le gouvernement? Mais nous devons, mes amis, collègues, monsieur le vice-président, je suis sûr que la population comprendra. Je suis sûr, convaincu. Nous devons avoir également le courage de reconnaître une réalité qui s'impose à nous. Le système de pension non contributif est aujourd'hui arrivé à un point où sa durabilité, sa pérennité est mise sérieusement en question. Si nous continuons à appliquer le même modèle sans adaptation ni réforme, que laisserons-nous aux générations futures? Ce que le docteur Ramgoolam fait aujourd'hui, c'est pas pour nous, c'est pas pour nos enfants, c'est pour les enfants de nos enfants. C'est pour la génération à venir. C'est pas pour nous. C'est pour cette raison que je dis que gouverner, c'est pas facile. Certains d'entre nous, peut-être, trouvent la gestion du pays difficile. Certains trouvent la gestion du pays difficile. Ils essayent tant bien que mal, de bien se présenter dans l'opinion publique à travers les TikTok et tout. Mais, quand vous avez la responsabilité d'un pays, vous devez être responsable. Qu'est-ce que c'est important que la population comprenne une chose, monsieur le vice-président? Qu'est-ce que le MSM nous a légué? Il n'y a pas que la pension dont on parle ici dans ce budget. Je suis le ministre responsable du CEB. Laissez-moi vous dire, au sein du CEB, il y a 2 fonds de pension. Le CEB Staff Pension Fund, avec un déficit de 131 millions de roupies à ce jour, tandis que le CEB Manual Workers Pension Fund, même chose, avec un déficit de 64 millions de roupies pour payer les travailleurs du CEB dans quelques temps. Les 2000 travailleurs du CEB dans quelques temps. Il n'y aura pas un sou. Ça, c'est le MSM. Ça, c'est l'ancien ministre Joe Lejongar. Ça, c'est le MSM de Pravin Jagnnath. Aujourd'hui, la population doit savoir, 74 organismes publics enregistrent des déficits de leurs fonds de pension. Je parle ici des collectivités locales qui ont des déficits de 9,4 milliards de roupies, les fonds de pension. Je parle ici de Air Mauritius, qui à un moment donné avait des déficits de 5 milliards de roupies dans le fonds de pension. Les travailleurs de Air Mauritius ne pouvaient plus. Donc, c'est quelque chose de profond et de sérieux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu?
Pravin Jagnat en conférence de presse. Pravin Jagnat en conférence de presse, le fossoyeur devient le sauveur. Celui qui a mis ce pays dans la situation qu'on est aujourd'hui, pendant que le pays s'enfonçait avec Silverbank, 3 milliards de roupies. La population doit encore se rappeler de ça. CEB, 7 milliards de roupies. À un moment donné, dans les fonds, dans les réserves du CEB, il y avait 7 milliards de roupies. Aujourd'hui, on est en déficit. On a dû augmenter le tarif d'électricité pour soutenir le CEB. Qui est responsable? Pravin Jagnat, le MSM. Il n'y a pas que ça. Alors que le pays passait dans des moments difficiles, il fallait économiser. Il fallait économiser pour les plans de pension. Qu'est-ce que Pravin Jagnat, la priorité de Pravin Jagnat? Il a été investi dans une machine de surveillance d'écoute pour écouter toutes nos conversations. Plusieurs milliards, enfin, je n'ai pas le chiffre, j'ai entendu le Premier ministre répondre que c'était plusieurs milliards de roupies. Et il ne savait pas qu'on l'écoutait lui-même. Le MIC, c'est Pravin Jagnat. Le MIC, c'est Pravin Jagnat. D'abord, le MSM. Ils ont commencé à prendre des billets, c'était facile pour le Premier ministre. La population doit savoir cela. Ça aurait été facile pour le docteur Amgoulam de dire, allez, ok, on va prendre les billets, tout le monde va sourire. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce qui se passera? Même pas. Vous réalisez? Donc, il faut se dire que ces gens, hier, quand je les ai vus hier, entourés des Chol, même Mahachol, hein? Padayachi, l'autre la serve, comment ça s'appelle là? Gobin. Ces gens-là essayent, quand je vais retourner, je vais donner la pension. Qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais donner la pension à tout le monde. Voyons ce que monsieur Pravin Jagnat a dit quelque temps de cela. Il va rétablir la pension. Le Premier ministre a cité cela ce matin. Vous savez, j'ai pris la peine d'aller revoir ce que le Premier ministre a dit et je me suis dit, pourquoi ne pas translate cela en français pour la population? Voyez ce que Pravin Jagnat disait en tant que ministre des Finances, celui qui dit qu'il va rétablir la pension en 2024-25. La pension, Pravin Jagnat qui parle. Ceux qui m'écoutent à la radio, ceux qui m'écoutent dans la circonscription de ce pays, écoutent ce que Pravin Jagnat dit en 2004. La pension de retraite, de ce dont on parle aujourd'hui, BIOPI constitue l'un des principaux postes de transfert d'État et mobilise une part importante de nos ressources. À l'heure actuelle, quelques 116 000 personnes bénéficient de cette pension. Une augmentation de 1% de la BIOPI coûte à l'État 28 millions de roupies. Pravin Jagnat qui parle. Plusieurs rapports ont mis en doute la viabilité à long terme de cette pension, notamment en raison du vieillissement rapide de notre population. Qu'est-ce qu'il dit? Une deuxième réforme fondamentale, Pravin Jagnat qui parle, par le budget qu'il présente et le ciblage des transferts primordiaux, fondamentaux. Pravin Jagnat en 2003, il disait, 2003-2004, il disait ceci. Donc vous réalisez, monsieur le vice-président, avec quel genre de personnes, on appelle ça dans le jargon mauricien, caméléon. Il change de couleur, de peau. Donc, pour vous dire, monsieur le vice, il n'y avait pas que ça. Vous réalisez, l'ancien DPM, l'honorable Paul Béranger, je cite en 2003 ce qu'il parle de la pension. Demain, on écoutera son discours. Un élément essentiel de notre système de protection sociale. L'honorable Béranger dit ceci en 2003. Le vieillissement rapide de la population rendra cette pension insoutenable à long terme. Nous réalisons cela. On est d'accord. Selon les projections, la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans doublera dans les 20 prochaines années.
et triplera au cours des 50 prochaines années. Paul Béranger qui parle. La réforme de la BRP est donc devenue urgente. Vous réalisez que aujourd'hui, ce que nous faisons ce que quelque temps de cela, ces messieurs avaient vu. Même l'année dernière, lors du budget de 2025-2026, l'ancien DPM, l'ancien vice-premier ministre disait ceci: relever l'âge de la retraite de non-contributory pension à 60 ans est inévitable. Nous sommes condamnés à le faire. C'est inévitable. C'est l'honorable Paul Béranger qui le dit avec raison. Monsieur le vice-président, l'exécuteur de l'économie du pays, l'exécuteur de ce que nous subissons aujourd'hui, il le dit le 24 octobre 2023. Hier, il était assis à côté de Pravin Jagnat dans la conférence de presse. L'honorable Padayati disait ceci le 24 octobre 2023 à l'Assemblée nationale. J'étais assis juste à côté, juste là où se trouve l'honorable Eshan Djouman, juste en face du bureau de l'ancien bourreau, l'ancien loudspeaker, le bourreau. Et en passant, j'ai été étonné ce matin de voir la latitude du leader de l'opposition de poser des PNQ de 48 minutes. Je me rappelle quand on était assis juste là, poser des questions, la population doit se rappeler de cela. On n'avait pas l'occasion de 30 minutes, 29 minutes, 30 secondes, il vous arrête. Le PR répondait à une seule question. Exactement. Oui, et monsieur le vice-président, il n'était pas assis là où vous êtes, il se mettait ici sur l'escalier. Vous réalisez? Donc, pour vous dire, monsieur le vice-président, écoutez ce que l'ancien ministre Padayati disait. Monsieur le président, il parle. La contribution sociale généralisée CSG est un système progressif et équitable qui a pour but de financer le paiement des prestations sociales. Conformément à la promesse faite par son gouvernement, le gouvernement MSM, notre objectif est d'assurer à tous les retraités une pension décente. C'est à juste titre qu'a été mise en place la CLG de Pravin Jagnat et de Padayati. La NPF n'est absolument pas viable à long terme, notamment parce qu'il ne générait pas un retour sur l'investissement. Ce jour-là, le 23 octobre 2023, Padayati, assis ici, disait cela. Monsieur le Président, le montant déboursé pour le paiement de ces prestations est d'environ 25 milliards. Il ne reste donc rien aux contributions de la CSG, rien. Tout l'argent récolté a été utilisé pour augmenter le pouvoir d'achat de nos aînés. Il ne reste pas un sou dans le CSG et ils ont aboli le National Pension Fund. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation pour les pensionnés de ce pays. Heureusement que nous avons un Premier ministre qui quand même a du cœur. Un Premier ministre quand même qui a été à l'écoute. Imaginons une minute, une seconde, que c'était Pravin Jagnat qui était à la place du docteur Navin Ramgoolam. Vous savez ce qui serait passé? Pour ceux qui critiquent ici ou ailleurs, sur les radios, sur le Facebook, sur TikTok, il allait pratiquer le planting contre ceux qui critiquaient le pouvoir. Ou il aurait coupé l'accès à l'Internet, carrément, lorsque celui-ci devenait une plateforme d'expression dérangeante pour lui et pour son gouvernement. Nous aurions pu utiliser, il aurait pu utiliser facilement, comme il a fait dans le passé, l'IBA contre les médias. Les médias oublient, les journalistes oublient, qui critiquaient son gouvernement, ou servir avec la MRE, à un moment donné dans ce pays, la MRE était un outil politique pour traquer les adversaires du régime. Voilà. Donc nous, au sein de ce gouvernement, nous croyons dans les institutions de la République. Nous pensons
que le pays, les institutions doivent demeurer au service de tous les citoyens. Nous croyons qu'un gouvernement démocratique doit accepter la critique, comme le docteur Angoulam l'accepte, même lorsqu'elle est sévère. Nous croyons qu'il faut répondre aux arguments par des arguments et aux critiques par le travail et par les résultats. Donc aujourd'hui, le responsable de ce que nous vivons dans ce pays, c'est le MSM, c'est Pravin Jagnnath, Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président, avec les quelques minutes qui me restent, je dirais que nous continuons dans cette ligne. Nous continuons dans cette ligne d'énergie en ce qui concerne le secteur énergétique. Monsieur le Vice-président, quand j'ai assumé les fonctions de ministre, j'ai découvert une institution confrontée à des défis considérables. J'ai hérité d'un parc de production vieillissant. J'ai hérité des moteurs souffrant de pannes répétitives. J'ai hérité d'une dépendance excessive aux combustibles fossiles. Surtout, j'ai découvert une situation financière préoccupante. 7 milliards de roupies évanouies. Monsieur le Vice-président, je remercie le Premier ministre qui a bien voulu remettre en selle le MID. Je me rappelle encore du professeur Joël de Roné avec mon ami Osman Mohamed. Je remercie le Premier ministre de continuer d'emmener le pays dans cette direction. La transition énergétique, Monsieur le Vice-président, n'est plus une option. Elle constitue aujourd'hui une nécessité économique, stratégique et environnementale. 60% en 2035, l'ambition est là, nous voulons bouger. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans cette transition, nous allons embarquer la population dans son ensemble. Avec le Household PV Solar Scheme, qui sera en place dans quelques jours, avec 25% de grant du gouvernement, chaque famille de ce pays, chaque foyer de ce pays aura l'occasion de mettre des panneaux sur son toit à la hauteur de 75 000 roupies de grant et la différence en loan avec la DBM ou d'autres banques. Nous allons, et c'est très intéressant, le CEB a décidé d'acheter l'électricité avec vous, avec ceux qui m'écoutent, plus cher, passant de 4 roupies 20 à 4 roupies 83 à l'unité. Donc, celui qui produit, le Mauricien qui produit, aura l'occasion de vendre plus cher. Monsieur le Vice-président, nous avons régressé depuis 10 ans. Nous essayons de progresser depuis. Nous avons 2 tenders en cours de 10 fois 10 MW, 100 MW. Nous avons 3 projets de 40 MW chacune, 120 MW. On aura les résultats au début du mois d'août pour vous dire que nous bougeons. Je remercie le Premier ministre. Après avoir discuté avec le Premier ministre Modi, nous avons eu à Tamarin Fall un floating PV de 20 MW. Et cela avec la coopération avec le gouvernement indien du Premier ministre Modi. Monsieur le Vice-président, nous avons l'agri-solaire avec le ministre de l'Agro. Ce sont des projets en cours. Nous avons les batteries que nous avons achetées de 20 MW et que nous allons acheter encore de 20 MW pour 40 MW pour pouvoir tenir la pointe entre 6 heures et 9 heures. Nous avons le projet de National Biomass Framework. Nous voulons phase out le charbon dans le temps. Nous voulons phase out le charbon dans le temps. Et pour pouvoir phase out le charbon dans le temps, il nous faut avoir quelque chose pour brûler. Monsieur le Vice-président, j'irai un petit peu plus vite. Je dirais que nous aurons au mois de septembre, un salon des énergies renouvelables. Ce sera une grande première pour le pays. Un salon d'énergie renouvelable où l'île Maurice va se retrouver, où tous les stakeholders, nos partenaires seront présents sur un même toit. Nous avons en septembre, nous aurons en septembre de cette année-ci une loi sur l'énergie renouvelable pour structurer ce marché, pour légaliser ce qui n'a pas été légalisé jusqu'ici, pour donner de la forme à ce que nous voulons faire et avancer.
Quelques mots, monsieur le vice-président, avant de terminer. Il me reste une dizaine de minutes. 5 minutes. 5 minutes. Ça me coûte rien de tenter. 5. Ouais. Il vous reste Alors, 3, je vous donne 5. les 5 minutes qui me restent, monsieur le secteur de l'eau, en quelques mots. J'ai entendu ici pas mal de mes collègues parler du secteur de l'eau. Monsieur le président, monsieur le vice-président, je serai assez franc. Vous savez, monsieur le vice-président, on se retrouve avec un réseau de 62% de pertes. Vous mettez 100 mètres cubes d'eau sur le réseau, il n'y a que 40 mètres cubes qui arrivent chez la personne, les 60%, les 62% se perdent. Il ne suffit pas que de réformer la CWA, réformer le secteur de l'eau. Nous avons un problème. Là, actuellement, le changement climatique, la pluie ne tombe pas. Le réservoir de Marovacqua est à moins de 43%. Certaines régions sont affectées. Si nous sommes obligés, si rien n'est fait, nous serons obligés d'arrêter la distribution dans les Hautes-Plaines-Williams. Si Marovacqua continue de baisser à la hauteur de 20% ou de 17%, il n'y aura que la boue. C'est un fait. Donc nous avons hérité de cela. Et cela ne prendra pas 1 année ou 2 années pour être changé. Non, cela prendra du temps. Vous réalisez, je vous donne un chiffre. Nous avons 5300 km de tuyaux de la CWA. 1500 km, ce sont des vieux tuyaux. 1500 km. Plus de 50 ans. Hein. Vous savez combien cela va coûter pour changer les 1500 km? 37,5 milliards de roupies. Et là, heureusement que nous avons l'aide de l'Aisne, 2,9 milliards de roupies pour le pipe Prix programme en 2 phases, qui comprend différentes régions que je peux donner après. Tout pour vous dire que on a eu de pipe Prix programme dans le temps. Vous vous rappelez de Prakash Mantora, 700 millions de roupies. Comment? Exactement. Le Premier ministre a raison. Les tuyaux un peu partout. À Rivière-Noire, à Montchoisy, un peu partout. Exactement. Où les 700 millions de roupies ont disparu. Disparu. Vous réalisez donc aujourd'hui, le leader de l'opposition, il parle très peu de l'eau. Il parle très peu de l'électricité. Il a passé son temps dans le discours du budget à parler de AI. Pas de l'eau. Et je me suis posé la question, je me dis, mais tout ce PNQ, il n'y a pas une PNQ pour l'eau, électricité? Pour vous réaliser, donc tout cela a été dilapidé, a été bangolé. Donc nous avons ce Pipe Reinvestment Programme. Je vous ai parlé de ce que nous faisons en ce qui concerne le captage de l'eau. Nous allons drill 20 boreholes, si je ne me trompe pas, 20 boreholes. Le ministère des Finances nous a donné de l'argent pour le CPF. La rivière des Anguilles sera allouée en août et la construction va commencer en décembre de cette année-ci. Pour réaliser. Pour terminer, monsieur le vice-président, pour terminer sur quelque chose de aigre-doux. Monsieur le vice-président, il y a une réflexion à mon ministère. À ce stade, chaque mètre cube d'eau produit par la CWA revient à environ 24 roupies. Chaque mètre cube d'eau. Alors qu'il est actuellement vendu à 14 roupies mètre cube. Sur chaque mètre cube d'eau vendu, la CWA perd 10 roupies. Cet écart structurel soulève une question de soutenabilité à moyen terme, comme la pension, et à long terme pour le service public d'eau. Dans ce contexte, je suis un ministre responsable. Je ne regarde pas 2029 ou après. Je regarde la responsabilité que j'ai aujourd'hui. Dans ce contexte, il devient nécessaire de revoir cette équation tarifaire afin d'assurer un meilleur équilibre entre le coût réel de production et la tarification appliquée. Des travaux en matière de tarifs est en cours à ce sujet. Il est important de souligner ici et de préciser, monsieur le vice-président, que dans cette réflexion qu'on aura à partir de septembre en ce qui concerne les tarifs non domestiques de la population ne sera pas
impliqué ne sera pas affecté. Les tarifs domestiques ne seront pas affectés dans ce que nous allons faire. Il y aura bien sûr les tarifs commerciaux, résidentiels, industriels. Comme je l'ai toujours dit, ceux qui peuvent payer doivent pouvoir payer. Pour vous dire, monsieur le vice-président, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon que dire que je fais totalement confiance au Premier ministre. Je fais totalement confiance au Premier ministre, pas parce que je suis le président du Parti travailliste ou pas parce que je suis ministre aujourd'hui. Je peux le dire aujourd'hui que le Premier ministre connaît ma sincérité envers le Parti travailliste et envers le leader du Parti travailliste. Mais quand j'ai des choses à dire au leader du Parti travailliste, je le dis pour l'intérêt de notre parti et pour l'intérêt du pays. Je suis totalement confiant que la population mauricienne trouvera dans quelques années le fruit de ce travail que nous entamons aujourd'hui. Merci, monsieur le vice-président.